Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo. Sortie de crise, plus précisément, la SADC et l'EAC adoptent une feuille de route complète. Les ministres des Affaires étrangères de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont adopté ce lundi, justement, à Harare, à la capitale zimbabwéenne, une feuille de route complète pour la sortie de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, une feuille de route qui devrait être validée par un sommet conjoint envisagé entre les chefs d'État des deux communautés. Pour le moment, cette feuille de route prévoit une série d'actions sur le court, le moyen et le long terme. Sur le court terme, c'est-à-dire dans 30 jours, la feuille de route prévoit un cessez-le-feu entre les différentes parties prenantes à cette crise et un mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui sera repris par la MONUSCO, la force onusienne, à moyen terme dans les 120 jours maximum. Les ministres demandent à l'ONU donc d'étendre le mandat de sa force pour pouvoir sécuriser les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, que l'ONU reprenne le contrôle de cette zone et à long terme que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent retourner dans cette zone du Nord Kivu et aussi du Sud Kivu pour que la République démocratique du Congo retrouve son intégrité et territoriale. Bien évidemment, ceci devrait se faire en accord avec l'attente qui devrait normalement sortir des discussions de Luanda qui viennent d'être annulées d'une certaine manière avec la non-participation du M23. Nous en parlons tout de même avec nos invités. Je commence par vous, Maoulolo Samson Alidja. Au moment où les discussions devraient commencer ce 18 mars à Luanda, en Angola, les ministres des Affaires étrangères des deux communautés s'étaient réunis à Harare, la capitale zimbabwéenne, pour adopter une feuille de route qui devait permettre, au-delà des discussions, de mener des actions concrètes sur le terrain pour retrouver la paix dans l'Est de la RDC. Oui, exactement. Et il faudrait préciser que c'est une feuille de route qui n'a pas encore été adoptée. Il faudrait pour cela un sommet conjoint des chefs d'État et de la SADC et de l'EAC pour pouvoir être adopté. Mais moi, cette feuille de route ressemble beaucoup à une déclaration de bonne intention. C'est-à-dire, c'est juste des points qu'on a listés. On a donné des délais de 30 jours par ici, 120 jours par ici. Mais concrètement, je ne vois pas quelle action ils disent qu'ils vont mener sur le terrain de façon concrète. Ils demandent au M23 de cesser le feu et aux forces armées de la RDC de faire pareil. Les fois où le M23 a annoncé qu'il cessait le feu, c'était pour avancer militairement très rapidement plutôt. Et les forces armées de la RDC aussi n'ont pas pour le moment intérêt, selon moi, à adopter un cessez-le-feu tant qu'il n'y a pas une discussion réelle et qu'il n'y ait pas d'accord concret signé en ce sens-là. Donc, ils demandent aussi à l'ONU, qui est très décriée aussi bien par la population congolaise que par les forces armées de la RDC, que par même les groupes rebelles dans la région, ils demandent à l'ONU d'étendre son mandat, alors que la RDC a toujours demandé à l'ONU même de plutôt réduire son mandat et de partir. Oui, donc, mais la RDC a finalement changé d'avis au regard de l'évolution de la situation sur le terrain. Oui, mais ils ne sont pas dans une logique de rester. Ils demandent qu'ils restent pour le moment. C'est une situation transitoire. Mais avec ce qu'on voit là, c'est comme si c'est l'ONU qui va rester pour toujours pour faire répéter les lignes de front. 120 jours, c'est... De 120 jours, c'est étendre. C'est 4 mois. C'est étendre. Ouais. Étendre. Et maintenant, à long terme, selon ce qu'on voit dans la RDC, mais qui va faire respecter les accords signés? Il faudrait une force tierce, une force neutre. Et c'est là où l'ONU est censée intervenir. Selon moi, c'est juste un document, c'est une déclaration de bonne intention, c'est bien, c'est louable. Mais j'aimerais quand même rappeler que ce conflit-là n'est pas à son premier épisode. Contre Laurent Désiré Kabila, on a eu le même scénario. Et ce n'est pas une feuille de route qui a permis au père de pouvoir rester au pouvoir. Non, c'est plutôt l'engagement militaire extrême du Zimbabwe, qui était gouverné par l'époque par Mugabe, et de la Namibie de Sam Nujoma, qui ont fait reculer les forces armées, et dirigées à l'époque par Laurent Nkunda, je ne sais pas où il est actuellement, et piloté toujours à l'époque par Kigali. Donc, on sait déjà ce qui marche. On sait déjà comment ça peut se terminer. Et s'il faut se retrouver pour prendre des documents qu'il faut soumettre après, je trouve que c'est bien, c'est la diplomatie, c'est bien, mais concrètement sur le terrain, je ne vois pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qui manque à cette déclaration de bonne intention, comme vous le dites? Qu'est-ce qui devrait être Justement, ce n'est qu'une déclaration de bonne intention et les acteurs en présence n'ont ni la volonté
ni le même agenda, ni même la bonne foi nécessaire pour pouvoir appliquer cela. Qu'est-ce qu'il devrait ajouter justement pour que il faut qu'il aille militairement soutenir la RDC dans cette zone-là pour contraindre le Rwanda et les M23 à venir au table de négociation et à se retirer et à accepter un accord de paix qui favorise la personne qu'on a agressée. Parce que dans cette histoire, on a un agresseur et un agressé. Il ne faudrait pas qu'on parle comme si c'était deux. Ce n'est pas une guerre civile au fait. C'est un pays qui agresse un autre. Et dans ce cas, il faut que l'accord de paix soit signé pour que le pays agressé retrouve sa souveraineté et que l'agresseur se retire. Et pour cela, il faut qu'il comprenne que militairement, il n'a pas la suprématie si on dans est la zone. Dans une logique d'un pays qui agresse un autre, vous êtes conscient qu'en intervenant militairement, on ira agresser le pays agresseur? Non, on n'ira pas. Le conflit. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a déjà eu l'épisode, le premier épisode de cette guerre-là, c'est justement parce que les forces armées zimbabwéennes, un peu sud-africaines et surtout namibiennes, sont intervenues pour repousser les forces rebelles dans cette partie du pays, dans leur dernier retranchement. Il ne s'agit pas d'aller attaquer le Rwanda, il s'agit d'anéantir sa présence militaire en RDC. Pour vous, c'est des choses différentes. C'est des choses différentes. Merci beaucoup. À vous, Maoulolo Samson Alidja, Louis Kamako, le ministre des Affaires étrangères de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont adopté ce lundi également une feuille de route qu'ils qualifient de feuille de route complète pour arriver à une sortie de crise dans la situation que vit la République démocratique du Congo. Une feuille de route complète que Samson qualifie de déclaration de bonne intention. Mais toujours est-il qu'il faut saluer cela parce que on note l'engagement en fait des institutions africaines à résoudre, à apporter des solutions à un problème africain. Ça c'est déjà quelque chose de potable en fait, de notable en fait. Et sauf que ces institutions là sont en face des belligérants qui sont presque des durs à queue. Parce que à chaque fois ça ne marche pas si ce n'est pas la RD Congo qui pose des préalables ou bien qui trouve justement des arguties. C'est le 1-23 qui par des acrobaties et trouve que les cadres initiés à leurs intentions, bien à son intention n'est pas propice pour justement arriver à une conclusion juste et équitable. Comme on l'a dit, je crois que c'est le plan A, c'était ce qu'on vient de dire, le plan A n'a pas marché, il faut justement se tourner vers le plan B, qui est justement cette feuille de route là. Samson disait que ce qui est mieux, ce qui est souhaitable, c'est justement d'aider le Congo militairement sur le terrain. Et moi, je m'exprime toujours en faux parce que ça fait très longtemps, comme je le disais tout à l'heure, que ça fait très longtemps que les armes crépitent dans cette partie du Congo. Mais le problème n'a jamais été réglé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut abandonner l'option militaire. L'option militaire, nous sommes tous unanimes, nous sommes tous d'accord que l'option militaire ne va qu'amener à la régionalisation de la crise aujourd'hui. Est-ce que l'option militaire ne permet pas de rééquilibrer les forces? Non, ça ne rééquilibre, mais ça va plutôt envenimer la situation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des États qui ne se corrompent pas, il y a qui s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler la neutralité. Mais dès que les intérêts vont être touchés, ils ne vont pas hésiter justement à intervenir. Le Rwanda a ses alliés, la RD Congo aussi a ses alliés. Et donc la crise ne va que s'embraser. C'est pour ça que je dis qu'il faut justement aller aux tables de négociation. C'est la meilleure option selon moi aujourd'hui. C'est la meilleure option. Maintenant, dire que mais là aussi ça devient encore compliqué pour ces institutions en fait Austral Lab. Parce que quand vous voyez, vous avez dit tout à l'heure que l'ONU à un moment donné, bien c'est Samson qui disait que l'ONU la RDC a demandé en fait à l'ONU à un moment de limiter son mandat. Et au même moment, vous avez le M23 qui aussi a demandé à un moment donné à la SADC en fait de retirer ses troupes. Ça veut dire qu'il y a toujours cette incompréhension-là entre les deux belligérants. Il y a toujours cette incompréhension. Il y a toujours cette surenchère de la part du M23 et de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que chacun tire toujours le drap de son côté. C'est là où ça devient dangereux. C'est pour ça que je m'interroge sur l'effectivité ou bien sûr la mise en application de cette feuille de route-là. Parce qu'une fois encore, les deux parties ne parlent pas d'une même langue. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas parler d'une même langue parce qu'ils sont en conflit, mais
ils décident toujours de compliquer la situation à celui-là qui se pointe comme facilitateur ou bien médiateur dans cette crise. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, quoi qu'on dise, quoi qu'on fera, si ce n'est pas le M23 qui trouvera à dire, c'est la République démocratique du Congo qui trouvera justement à dire. Et dire qu'il fallait justement intervenir militaire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va venir, qui viendra intervenir aux côtés de quelle armée. Vous avez un État qui n'a pas su arriver justement à mettre en place une armée républicaine, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, le dernier réveil, Thierry notait tout à l'heure de ce réveil tardif-là, de l'armée de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est seulement maintenant que cette armée-là se positionne sur le terrain. Et venir intervenir militairement aux côtés de cette armée-là, je pense que c'est perdu d'avance. Et ce qu'il y a lieu de faire, et moi je ne le dirai jamais assez, c'est d'arriver justement à tout faire pour mettre autour d'une table les deux parties. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Thierry Afanouké, les ministres des Affaires étrangères des deux communautés, ont proposé une feuille de route complète, c'est comme ça qu'il la qualifie. Elle est à soumettre, bien sûr, au chef d'État pour qu'elle soit validée, mais elle prévoit des actions sur le court, le moyen et le long terme pour retrouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, d'abord, en quoi cette feuille de route, elle est complète ? Puisqu'elle commence, attendez. Elle part pour le début jusqu'à la fin de la pour la paix dans l'Est de la RDC. Attendez. Vous savez, je crois que les pays voisins de la RDC n'aiment pas ou n'aident pas la RDC à trouver de solutions à ce problème auquel ce pays est confronté. Samson a parlé tantôt du Zimbabwe et de la Namibie qui, dans le temps, était venu en appui au FARCD pour mater ces rebelles, et c'est pour cela que ces rebelles-là n'avaient pas pris peut-être jusqu'à présent tout le Kivu. Aujourd'hui, ils sont présents dans le nord et dans le sud et ils continuent de progresser. Je me demande quel est le rôle que joue l'Ouganda, qui a engagé aussi ses forces aux côtés des forces armées congolaises. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un véritable engagement aux côtés de l'Ouganda, aux côtés des forces armées congolaises? Je ne crois pas, parce que si le M23 avance aujourd'hui sur le terrain, c'est peut-être il devance arithmétiquement les forces congolaises présentes sur le terrain et matériellement. C'est grâce à ça qu'ils font de la différence, et peut-être de l'appui en matière de renseignement du Rwanda. C'est parce que sur le terrain, il y a un véritable désengagement des forces armées congolaises et de ses soutiens, notamment l'Ouganda. Donc, si on veut véritablement aider la RDC a retrouvé l'intégrité territoriale de son territoire, l'intégrité territoriale plutôt, c'est que il faut lui venir peut-être en appui, pas des hommes en armes, et peut-être en équipement. Quand vous avez tantôt parlé de drones et d'aviation et tout ça là, moi ça me réjouit. Ça veut dire que finalement les gars ils sont réveillés, et il y a de quoi à garder, oui, à avoir espoir que on viendra, surtout avec les drones, parce que il faut connaître les positions de l'ennemi et les bombarder. Depuis que les pays au niveau de la sous-région ouest africaine ont intégré les drones dans la lutte contre le terrorisme, on a vu qu'ils ont enregistré des progrès. Peut-être que c'est ce qui manquait aux forces armées congolaises. Et parce que quand vous êtes en guerre, il faut faire l'évaluation des forces
et des faiblesses qu'on a, et en fonction de ça, se ravitailler, ou en fonction de ça, s'armer pour faire face à l'adversaire. Et tout l'arsenal que déploie sur le terrain le M23, il trouve ça où? C'est ça aussi la question. C'est pour cela que Kagame est contre les sanctions. Parce que ces sanctions-là, je crois que dans les jours à venir, voilà, ils seront limités dans leurs actions. Et ça va affaiblir davantage le mouvement. Donc, au niveau de la SADC et de l'AEC, je crois que pour moi, cette feuille de route-là n'est pas complète. Hein. Il y a mieux à faire. Il faut sortir des discussions, des déclarations. Ajouter des mesures contraignantes. Si. Il faudrait que les pays voisins de la RDC aident véritablement ce pays-là à retrouver son intégrité territoriale. Non, mais écoutez, mais les propositions actuelles ne sont pas nouvelles. Hein. Les propositions actuelles, c'est du réchauffé. Elles ne sont pas nouvelles. Donc pour moi, c'est un mort-né. Hein. Ça n'aura aucun impact. Les collègues l'ont si bien dit. L'ONU qui est décriée, c'est à cette ONU-là, on demande de renforcer sa présence sur le terrain. Les gens ne veulent plus de l'ONU. Même les civils n'en veulent pas. Voilà. Ouais. Les civils n'en veulent pas. En tout cas, à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, mais on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.